Eh bien, merci de votre patience. Je pense que c'est bon. Bienvenue à tous pour cette deuxième conférence du cycle de conférences grand public dans le cadre des célébrations des 150 ans de la station biologique de Roscoff. Ravi de vous accueillir, si nombreux, ça fait plaisir. Donc rapidement, parce qu'on a quand même pas perdu du temps, mais pris un petit peu de retard. Ce soir, c'est Catherine Jessu qui nous fait cette présentation. Donc quelques mots. Catherine Jessu, grande dame de la recherche française, biologiste, directrice de recherche au CNRS, qui a travaillé en biologie du développement, en particulier sur le Xénope, donc qui n'est pas un organisme modèle marin, mais un très bel organisme modèle, qui a également été la directrice pendant 6 ou 7 ans de l'Institut des sciences biologiques du CNRS. Donc un institut, enfin voilà, la station est rattachée au CNRS et à cet institut, un très gros institut de recherche. Et depuis quelques années, Catherine se passionne pour des sujets liés à l'histoire de la science ou à l'histoire des sciences, ce qui veut dire qu'elle passe, je pense, quelques journées dans les caves de l'Académie des sciences. C'est des caves ou c'est oui, les sous-sols au dernier étage. Bon, c'est où en fait il y a des trésors à découvrir et notamment des archives sur la caisse d'Hutier qui nous est très chère puisque c'est le fondateur de la station il y a 150 ans. Voilà. À toi, Catherine. Donc ça va au point de vue du son cette fois-ci. Bon. Eh bien merci déjà à la station de m'avoir invitée. Je suis très flattée, très honorée et très impressionnée aussi par cet auditoire. Et donc le but, mon but, c'est de vous faire connaissance avec le fondateur de cette station en 1872, Henri de Lacaze-Duthier. Voilà. Donc, je vais un peu parcourir toute sa vie, que j'ai trouvée palpitante et que j'espère vous allez trouver palpitante également, puisque effectivement sa vie s'articule en différents épisodes, donc c'est assez facile à suivre. Il y a une articulation dans tout son parcours, sa démarche professionnelle. Donc j'ai commencé par le commencement, c'est-à-dire sa jeunesse et sa naissance, ça va aller très vite. Il est né en 1821 et comme son nom l'indique, il est né dans une famille de vieille noblesse gasconne dans le Lot-et-Garonne. Et il a eu ses 20 premières années qui n'étaient pas follement excitantes. Il a donc grandi, passé sa jeunesse dans le château familial de Stigedern, avec un environnement vraiment familial qui ne le prédisposait pas du tout à devenir le grand naturaliste que finalement il a été. Son père, notamment, le baron de Lacaze-Duthier, était un homme extrêmement rigide, avec des principes hérités vraiment de l'Ancien Régime, quelqu'un qui n'était pas ni amusant, ni très ouvert d'esprit. Et ce qu'il faut simplement retenir, je pense, par rapport au parcours scientifique de Lacaze-Duthier, sur ces 20 premières années, c'est deux aspects. Le premier, c'est qu'il a développé très jeune un attrait pour les sciences naturelles dans ce château un peu austère. Je pense qu'à force de passer son temps tout seul dans le parc du château, il s'est mis à regarder les petites bêtes et les petits animaux. Et c'est vrai que très jeune, il a développé cet attrait pour les sciences naturelles, ce qui n'était pas évident, parce que d'après ce que j'ai pu lire, à chaque fois qu'il faisait des mentions de ses découvertes, un peu fier, à une dizaine d'années, à son père, il se faisait juste réprimander parce que c'était absolument pas intéressant et c'était des sujets totalement futiles. Néanmoins, il a effectivement développé cet attrait pour la nature, on va dire, très jeune. La deuxième chose un peu étonnante aussi, c'est qu'il a été toute sa vie un républicain convaincu,
et avec des engagements, vous verrez, qui sont assez forts. Alors ça peut paraître un peu étonnant, effectivement, étant donné le milieu familial et les idées du père, le grand-père guillotiné sur la place d'Agen en 1793, mais néanmoins, du côté de sa mère, c'était aussi de la vieille noblesse, mais son autre grand-père n'avait pas été guillotiné, était même devenu radical et élu député d'Ardèche notamment. Donc voilà, il y a ces deux choses qui sont à retenir et pas grand-chose d'autre pour ce qui nous intéresse sur cette jeunesse un peu triste. Et donc quand il a une bonne vingtaine d'années, il s'évade et il décide d'aller à Paris, puisque sa passion, ce sont les sciences naturelles, en fait, contre la volonté de son père, qui avait d'autres projets. Et il va étudier, s'inscrire en médecine. Ça paraît étonnant parce qu'il veut faire des sciences naturelles. En fait, c'était très, très commun à l'époque. Il n'y avait pas de parcours de sciences naturelles identifié en tant que corpus dans les universités. Et donc, quand on voulait faire des sciences naturelles, pour être un parfait naturaliste, il valait mieux faire médecine tout en suivant les cours de naturalistes au Muséum d'histoire naturelle. Et tous les grands naturalistes français du 19e siècle, et notamment du début du 19e siècle, mais même tout le 19e siècle, sont généralement des médecins qui n'ont jamais pratiqué la médecine. Et ça, c'était bien l'idée de la Casse-Duthier, de ne jamais pratiquer, mais de devenir un naturaliste, ce qu'il a été. Donc, bref, il s'extrait de Stigedern et il arrive à Paris en 1845. Alors, où est-ce qu'on en est? Dans quelle ambiance biologique d'idées, de courant d'idées on est à Paris en 1845? La scène, les débats sont partagés entre Georges Cuvier, d'une part, qui est le tenant d'une théorie qui est juste le contraire de l'évolution. Donc c'est quelqu'un qui pense que les êtres vivants n'évoluent pas, d'où le terme de fixisme. Ils sont fixes, ils n'évoluent pas. Et depuis la création, il pense qu'il y a eu des catastrophes successives et qu'à l'issue de chaque catastrophe, tout le monde disparaît, ou presque. Et après la catastrophe, on repart avec un nouveau cycle d'animaux qui ne vont pas évoluer. Voilà, donc c'est cette théorie du fixisme. Et Georges Cuvier, pour les animaux, les a divisés en les animaux actuels, voilà, qu'il voit, qui sont issus de la dernière catastrophe. Il les a répartis en 4 groupes. Les vertébrés, on voit ce que c'est, ça des vertèbres, c'est toujours à peu près l'équivalent de maintenant. Un deuxième embranchement qu'il a appelé les articulés, où il y a à la fois tout ce qui est insectes, ce qui est crustacés, mais aussi tout ce qui est vers. Les vers annelés font partie des articulés. Un troisième qu'il a appelé les mollusques, qui correspond à nos mollusques, mais avec d'autres animaux dont actuellement ne font plus du tout partie des mollusques. Et puis le quatrième pauvre embranchement, c'est un peu le reste. Donc il y a des échinodermes, les étoiles de mer, les oursins, etc. Mais il y a aussi les êtres unicellulaires qui sont là également voilà, dans ce quatrième embranchement. Et son idée, c'est que ces embranchements, les animaux qui sont contenus dedans ont sûrement des liens de parenté entre eux, mais comme on est dans l'idée d'une création après chaque catastrophe, eh bien, il n'y a aucun lien de parenté entre les embranchements. C'est 4 choses qui sont parties séparément depuis la dernière catastrophe. En face de lui, il a l'un des biologistes les plus remarquables en France, qui est Lamarck. Lamarck, qui est le premier scientifique, on peut le dire, avant Darwin, à avoir postulé l'idée d'une évolution. Donc c'est juste opposé à Cuvier, c'est-à-dire que lui pense qu'au contraire, depuis le début, il y a une continuité entre tous les êtres vivants qui se transforment, donc une idée d'évolution qui est basée sur
du transformisme et qu'il y a des liens de parenté, au contraire, entre tous les animaux depuis le premier. Donc, voilà ce que je viens de dire. Donc, inutile de vous dire que ces deux écoles, donc Lamarck a un professeur, enfin une espèce d'élève, qui est Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, qui est proche de Lamarck. Et donc, ces deux camps s'affrontent terriblement. Scientifiquement, on sait que les hypothèses de Cuvier étaient complètement fausses, elles ont été abandonnées totalement. En revanche, à l'époque, au moment de sa mort en 1832, c'est lui qui avait gagné politiquement. Cuvier était quelqu'un de très introduit dans les milieux politiques, il a été passé à travers tous les régimes indemne en faisant des courbettes tout le temps. Et donc, il était très introduit. Et du coup, tout l'establishment universitaire, muséum, etc. de Paris, c'était Cuvier qui avait peuplé tous les postes importants de ses élèves. Et donc, cette situation a fait que la France, probablement, a eu beaucoup de retard pour adopter la théorie de l'évolution qui a été notamment énoncée par Darwin plus tard, en 1859. Donc, en l'occurrence, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire était un professeur du muséum, mais c'était les élèves de Cuvier qui peuplaient le paysage. Et donc, pour revenir à la Case-Dutier, il arrive, il a une bonne vingtaine d'années, et en fait, son professeur en sciences naturelles est un élève de Cuvier, forcément, le professeur Henry Milne Edwards. Donc, en même temps qu'il fait médecine, il suit les cours de sciences naturelles, notamment de Henry Milne Edwards et d'autres, qui est donc un zoologiste, qui a beaucoup étudié les articulés, mais pas que, hein, il a travaillé sur toutes sortes d'animaux. Et je pense vraiment que Cuvier était mort, Lamarck aussi, et les cours n'étaient pas dogmatiques, hein, c'est-à-dire que je ne pense pas que Milne Edwards était en train d'enseigner le dogme du fixisme à ses étudiants comme la Case-Dutier. C'était quelqu'un qui était absolument passionné par les sciences naturelles et par les animaux, notamment les animaux invertébrés quand même, et qui avait des cours absolument vivants, extrêmement passionnants, qui ont beaucoup marqué la Case-Dutier. Donc en 1948, la Case-Dutier obtient sa licence de sciences naturelles. Là, vous voyez, en fait, c'est le fils de Henry Milne Edwards, Alphonse Milne Edwards, qui fait son cours au muséum. Et donc la Case-Dutier est licencié et il est embauché comme préparateur de Henry Milne Edwards, son patron. Et quand on est préparateur, on aide le professeur à faire ses cours, à lui préparer ses animaux, etc., etc. Et on démarre une thèse. Donc la Case-Dutier démarre un doctorat de sciences naturelles en même temps qu'il poursuit sa médecine et qu'il fait son doctorat de médecine. Et Henry Milne Edwards avait donc un talent pédagogique absolument évident, ses cours étaient très vivants, et d'un point de vue scientifique, cette fois-ci, il avait été très innovant. Il était quelqu'un d'un peu pionnier, parce qu'en effet, à l'époque, les animaux s'étudiaient à Paris, dans des bocaux. Ils étaient conservés dans l'alcool depuis un certain temps, c'est-à-dire dans un état plus ou moins loin de la réalité. Et de toute manière, ils étaient morts, et en général, c'était des animaux de forme adulte. Et Milne Edwards, c'est un des premiers en tout cas, à dire qu'il faut qu'on étudie les animaux vivants dans leur milieu de vie. Et donc, il fait des expéditions pour aller vraiment regarder, observer les animaux vivants, ce qui était vraiment pas du tout la mode. Et donc ces cours sont aussi fascinants parce qu'il parle de tous les invertébrés marins qu'il a rencontrés au cours de ses expéditions. Il les dessine de manière fabuleuse, comme beaucoup des gens de cette époque-là. Et donc la Case est attirée aussi par le monde marin. Et manque de bol total, Milne Edwards lui donne un sujet de thèse
qui n'est pas du tout sur ce sujet-là, c'est l'étude des armures génitales des insectes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement les parties de l'insecte qui sont généralement dures, chitinisées, d'où le terme armure, qui servent à la copulation et à la ponte. Donc vous voyez ici les armures en question dessinées par Lacaze du Thiais. Donc il commence son doctorat de sciences naturelles sur les armures génitales des insectes, en même temps qu'il continue à faire médecine. Là j'ai mis le portrait d'un de ses meilleurs amis qu'il a suivi toute sa vie et qui était un jeune homme à l'époque, pas sur la photo, qui était avec Lacaze en médecine, Pierre Potin, qui est devenu un cardiologue assez célèbre. Et puis en 1851, Lacaze du Thiais soutient son doctorat de médecine qui porte sur les hydrothorax et la manière dont on peut les soigner par la parasynthèse. Et donc, pendant cette période, il publie des articles sur les épanchements de pleurésie et sur les armures génitales des insectes, ce qui est un grand écart quand même assez considérable. En 1851, il est docteur en médecine. Et là, son père, le baron, qui est toujours dans son château, dit que bon, bah, ça va, il est docteur en médecine. Et il n'est pas encore docteur en sciences naturelles, c'est plus long, plus de travail. Et donc, il lui coupe les vivres. Et donc Lacaze du Thiais se retrouve un peu à sec et trouve une place. En même temps qu'il continue son travail de thèse, il trouve un poste de répétiteur de zootechnie à l'Institut agronomique de Versailles, le même que maintenant, qui a été créé en 1848. Et donc là, c'est le nouveau grand écart, parce qu'il doit se former en vaches laitières, vaches à viande, chevaux de course, de trait, de garnison, moutons ceci, voilà. Et donc, il le fait. Il acquiert vraiment tous les savoirs du vacher, du maquignon, etc., en même temps qu'il continue sur les armures génitales des insectes. Mais voilà, il a un boulot alimentaire qui lui plaît. Sauf que fin 1851, c'est le coup d'État de Bonaparte. Et donc, tous les fonctionnaires français sont forcés de prêter serment au chef de l'État, Louis-Napoléon Bonaparte. Voilà. Et Lacaze du Thiais, il est républicain. Et il a beaucoup suivi la Révolution de 1848. Et là, il n'y croit pas, il voit le coup d'État, donc il refuse de prêter serment. C'est pour ça que je disais, il était républicain, mais voilà. Et donc, c'est simple, il est viré. Et il perd son travail. Donc la fin de sa thèse sur les armures génitales est assez compliquée, mais il soutient en 1853 avec une abondance d'articles où il a comparé les armures génitales et dégagé les liens de parenté qui les unissent entre les différents insectes. Le voilà, à nouveau docteur, mais en sciences naturelles. Et vraiment, cette fois, on est en 1853, il rêve de faire les expéditions dont Milne Edwards lui a parlé et de voir ces invertébrés marins qui ont l'air fabuleux et qui occupaient tous les cours de son directeur de thèse. Là, c'est tiré du journal de Lacaze du Thiais qui parle des cours de Milne Edwards. Combien de fois, en sortant de ces leçons, ne nous sommes pas répétés après une description pleine d'attrait de quelques animaux inférieurs qu'on ne voyait nulle part alors, sauf dans des bocaux dans l'alcool. Combien de fois ne nous sommes pas dit la mer doit être bien belle à étudier avec un monde si varié et si curieux, aussi plus d'un alors brûlé secrètement du désir de faire des voyages d'observation, et c'est ce qu'il va faire dans une année très critique pour son destin futur, 1853-1854. Effectivement, il part. Il part avec un de ses amis, Jules M., qui était aussi un préparateur de Milne Edwards, et il part aux Baléares. En l'occurrence, ça l'arrangeait parce que la vie aux Baléares était beaucoup moins chère qu'à Paris, et vu ses soucis pécuniaires, ça allait même lui faire des économies. Et donc il part, c'est la première fois qu'il quitte la France, pour faire un voyage d'exploration scientifique, et lui aussi aller recueillir des animaux vivants et les étudier.
Donc le voyage est assez long et pour un futur naturaliste de la mer, parce que pour le moment il n'a jamais été sur la mer, il est dans un premier temps emballé. Là, c'est ce qu'il raconte dans son journal sur la traversée entre Majorque et Minorque. Le temps était superbe, l'eau d'une tranquillité parfaite, reflétait le bleu des cieux et toutes les teintes de l'aurore. Souvent son journal est assez comme ça, très lyrique, très beau. Le calme était complet, j'eus quelques moments d'un véritable plaisir. Je commençais le dessin d'un des nombreux rhizostomes, égale grosse méduse, qui flottait dans les eaux du Golfe avec cette grâce et cette nonchalance que j'aimerais à contempler toujours. Ça s'annonce très bien, mais il découvre qu'il souffre d'un mal qui va vraiment lui perturber toute sa vie. Je ressentis bientôt les premières atteintes du mal de mer. Alors, jamais je n'ai été malade et au supplice comme dans cette traversée. Bientôt le mal acquit son plus haut degré et le soleil devenait si chaud que les enduits bitumineux du pont se fondaient et que mes vêtements coulaient à la place. C'est horrible. L'un des chiens des paysans qui étaient embarqués avec nous étant venu me lécher la figure, j'éprouvai le plaisir le plus grand de la traversée en réunissant toutes mes forces pour lui donner un coup qui me soulagea un peu. Et donc, pendant toute sa vie, la Casdutier va souffrir du mal de mer. Et c'est vraiment bien dommage parce qu'il a quand même passé une partie de sa vie sur des bateaux. Néanmoins, avec son collègue Jules M., il arrive dans un tout petit port de Minorque qui s'appelait Mahon. Et là, c'est l'éblouissement qui l'attendait, mais plus que ce qu'il espérait. L'endroit est peuplé de ces fameux invertébrés marins qui passent son temps pendant 3 mois, l'été 1853, à étudier avec Jules M. Donc ils sont dans une auberge tout à fait hyper modeste. Ils ont loué 2 chambres, une où ils couchent tous les 2, l'autre qu'ils ont transformée en laboratoire entre guillemets, c'est-à-dire ils ont mis des tables, des bocaux, etc. Et ils passent leur journée, ils décrivent ces journées, ils se lèvent à 5 heures du matin, de 5 à 8, il étudie les animaux qu'il a récoltés la veille, donc il les étudie, les observe, ils ont amené leur microscope, etc. Dans leur chambre. À 8 heures, il va boire son chocolat, quelque chose qu'il aimera toute sa vie. Et puis, il va au marché, ensuite, au marché pour récolter des coquillages, des animaux auprès des pêcheurs. Il y a l'heure du déjeuner, puis la sieste, où il dit dans son journal « nu comme un vermisseau sous la moustiquaire ». Bon, voilà, et puis, finalement, il y a l'heure de la baignade à 17h, où il met ses vêtements sur les buissons de myrte, il les fouette pour qu'ils sentent ensuite la myrte. Et ensuite, avec Jules M., il retourne des cailloux pour collecter des animaux jusqu'à la nuit tombée, qui ramène à l'auberge pour les étudier donc le lendemain matin. Il y a le dîner, la promenade digestive, et ça recommence. Et pour lui, c'est une vie où il est entièrement occupé de ces animaux qu'il trouve absolument fabuleux. Ça, c'est quelques-uns de ses dessins. Il rentre ensuite en France, il se retrouve dans le château de Stigedern, donc là, il a un petit trauma. Et puis, il repart cette année-là, début 1850, juin 1854, en Bretagne, où finalement, il recommence la vie qu'il avait eue à Minorque. Il est chez l'habitant, là, c'est-à-dire un pêcheur et sa femme. Et il collecte des animaux qu'il commence à étudier. Vous voyez qu'il fait des dessins et ces dessins sont complètement annotés avec des légendes. Donc, il collecte toutes ces informations pour, une fois revenu, pouvoir publier des articles sur la découverte de ces animaux que personne ne connaît. C'est un moment où on découvre tout ça. C'est vraiment on défriche, c'est une exploration. Et il est vraiment heureux. Très heureux, que de fois je me suis extasiée en voyant la tranquillité de l'eau et la beauté du clair de lune. Voilà, c'est un homme heureux, sauf... donc, en fait, ça, c'est juste une grosse année très charnière où, finalement, il se décide à étudier les mollusques. Voilà. Alors, pourquoi les mollusques, vous vous rappelez, peut-être, j'espère, qu'il y avait 4 embranchements pour Cuvier. Les vertébrés, ça lui semble trop gros, trop connu, trop déjà étudié. Les articulés,
J'ai mis qu'ils étaient occupés, c'est-à-dire qu'il y a déjà pas mal de scientifiques solides, dont son ex-mentor Lynn Edwards, qui s'en occupe, qui les étudie. Le quatrième embranchement est quand même très hétéroclite. Et donc, finalement, il y a les mollusques qui sont un terrain énorme d'exploration où il n'y a peut-être pas trop de compétition. Et surtout, ils trouvent ça magnifique et merveilleux. Et ça, je pense que tous les chercheurs, c'est la même chose. Ils ont une décision rationnelle, je veux étudier ceci, cela. Mais en général, et j'espère que ça devrait être la règle, ils sont fascinés par leur objet d'étude. Et ça, c'est le cas. Il y a un plaisir de Lacaze-Duthiers qui va répéter toute sa vie à regarder ces animaux et à les dessiner avec le talent qu'il avait. Et à ce stade-là de cette année charnière, non seulement il a trouvé son objet d'étude, mais il a compris quelque chose en plus de ses prédécesseurs, c'est qu'il ne faut pas étudier seulement les formes adultes, mais aussi ce qui a précédé l'adulte, c'est-à-dire ce qui s'est passé entre l'œuf qui vient d'être fécondé et l'adulte, c'est-à-dire toute la vie larvaire. Et souvent, les larves portent des caractéristiques du groupe auquel elles appartiennent que n'ont pas les adultes après la métamorphose. Donc, étudier les larves permet de resituer dans la classification à quel animal on peut avoir affaire. Donc c'est un des pionniers en l'occurrence. Bien sûr, il adhère à la conception de Milne Edwards d'étudier les animaux vivants et donc d'aller sur le terrain. Alors tout ça est bien joli, mais ça ne nourrit pas son homme. Donc, il faut bien qu'il commence à travailler, faute de quoi, c'est retour à Stigedern. Donc, il trouve un poste de professeur de sciences naturelles à Lille. On est dans le Second Empire. Et c'est une période où on crée des facultés des sciences un peu partout dans les grandes villes. Donc à Lille, il y a la toute nouvelle faculté des sciences, où il est nommé comme professeur, et qui dit professeur dit enseignement, donc il va devoir enseigner, donc quelque chose auquel il n'était pas préparé et qu'il redoute énormément. Donc voilà, on entre dans une période de sa vie qui va aller jusque dans les années 70, où on va avoir l'épanouissement donc, du naturaliste, cette fois-ci vraiment professionnel, après ce voyage initiatique à Minorque. Alors à Lille, le doyen de la faculté des sciences, c'est Louis Pasteur. Donc, ça sera une relation très durable entre Louis Pasteur, jusqu'à la mort de Pasteur, et Lacaze-Duthiers. Louis Pasteur jouera un rôle, d'ailleurs, dans l'ascension professionnelle de Lacaze-Duthiers. Et il doit enseigner. Il est terrorisé. Donc c'est quelqu'un, Lacaze-Duthiers, qui a donné l'image de quelqu'un de très autoritaire, très sûr de lui. Quand on lit son journal, c'était quelqu'un qui manquait de confiance en lui, qui était timide et qui redoutait ses premiers cours. Il redoutait, comme moi, là, que l'auditoire s'ennuie, que les gens s'en aillent, qu'il n'ait pas sa dose d'applaudissements. Les professeurs étaient applaudis à l'époque, à la fin de chaque cours, mais c'était un applaudimètre qui était à la mesure de l'intérêt du cours. Donc, il avait très peur de ne pas être applaudi. Enfin bref, et d'ailleurs, la première année n'est pas un succès. Le ministre de l'Instruction publique, lui-même, qui vient de créer ces facultés des sciences, contrôle la manière dont les professeurs enseignent dans ces nouvelles facultés des sciences, lui-même, le ministre. Et donc, M. Hippolyte Fortoul, ministre de l'Instruction publique en 1854, écrit au recteur à Lille à propos de Lacaze-Duthiers, dont il a entendu dire que ça ne s'était pas bien passé du tout. Une élocution embarrassée, une exposition trop rapide et décousue fatigue les auditeurs les mieux disposés. J'aime à espérer que M. Lacaze-Duthiers saura acquérir l'habitude de la parole qui lui manque. Donc là, bon. Un an après, le recteur répond au ministre. Donc le recteur, M. Jean-Jacques Guillemin, M. Lacaze-Duthiers professe déjà mieux que l'année dernière. Sa parole est plus sûre, plus précise, ses leçons sont plus méthodiques, mieux appropriées aux besoins de son auditoire. Enfin, le cours d'histoire naturelle
réussit complètement. Ouf. En fait, Lacazutier a été un enseignant remarquable et très préoccupé de la qualité de son enseignement. On peut voir l'évolution de ses notes. Donc, chaque année, il a été professeur jusqu'à sa mort en 1901. Trois semaines avant sa mort, en juillet 1901, il avait fini son cours à la Sorbonne. Donc, vraiment, jusqu'à la fin, il a enseigné. Et il écrivait entièrement. Il ne voulait pas être aidé de quelconque préparateur. Et il écrivait son cours de A jusqu'à Z et il le réécrivait chaque année pour le réactualiser. Donc c'était un boulot absolument phénoménal et ses notes ont toutes été conservées. Inutile d'essayer d'écrire, c'est impossible d'ailleurs de lire ce qu'il a décrit. En plus, il a des pattes de mouche absolument abominables. Mais ça, c'est son premier cours. Vous voyez que c'est écrit comme une lettre. Là, c'est tout en noir avec des ratures. Il n'y a pas de paragraphe. C'est son premier cours à Lille. Là où il s'est fait taper sur les doigts par le ministre Fortoul. Vous voyez que 4 ans après, quand on regarde ses notes, c'est mieux. C'est mieux. Il y a 2 colonnes, il y a des titres de paragraphes, et puis il y a du rouge de temps en temps, parce qu'il doit insister là-dessus. En 1978, c'est encore plus détaillé. Il y a toujours 2 colonnes, il y a première partie, il y a grand 1, il y a grand A, il y a grand B, il y a le rouge, il y a le noir, là où il doit insister, etc. Donc ça devient très calibré. Et puis ça, c'est un cours de 1889, il y a du mal celui-là, où cette fois-ci, il commence à mettre des dessins. Pour lui, juste pour lui, c'est ses notes qu'il lit, pour bien se repérer des dessins qu'il va refaire éventuellement au tableau. Donc on voit cette évolution et il a été assez moderne. Je cite une de ses innovations pédagogiques. Maintenant ridicule aujourd'hui, mais ça ne se faisait pas du tout dans les années 1860, c'est de prendre... Alors, il y avait très peu d'étudiants, donc il mettait les étudiants par 2 ou par 3, un petit groupe, et il leur disait, voilà, dans un mois, je vais enseigner ceci, les crustacés, des capodes, je ne sais pas quoi, enfin n'importe quoi. Je vais enseigner ceci. Donc pendant un mois, vous allez travailler, vous allez aller à la bibliothèque, vous allez faire comme si c'est vous qui faisiez le cours, et puis dans un mois, vous ferez un exposé à vos collègues, et moi je ferai cours après, et on pourra analyser comment vous aviez travaillé, ce que vous aviez vu, pas vu, etc. Donc maintenant, bon, fait ça à partir du CM1, je pense, mais c'était complètement inhabituel et très moderne. Donc c'est une parenthèse sur l'enseignant, parce qu'il sera vraiment toute sa vie très très préoccupé d'enseignement, y compris dans les stations marines. Donc il commence sa carrière professionnelle de naturaliste, en parallèle avec son enseignement, comme maintenant les maîtres de conférences et les professeurs d'université. Et il va utiliser une méthode. C'est vraiment l'homme de la méthode. Ce n'est pas l'homme de la doctrine scientifique, c'est l'homme de la méthode. Et d'ailleurs, son premier cours à Lille, celui qui a été tellement critiqué, la première leçon, c'était sur la méthode. On voit ici les notes, et j'ai juste retranscrit la première phrase de son cours. Ce qui embarrasse le plus l'homme quand il va se livrer à un travail, ce qui le préoccupe et doit le faire le plus réfléchir, c'est le choix d'une méthode. Et il explique qu'en sciences naturelles, si on n'a pas de méthode, il y a tellement de choses à faire qu'on s'égare. Donc lui, il a défini déjà, à ce stade de sa jeune carrière, une méthode pour étudier les animaux, en l'occurrence les invertébrés marins et en l'occurrence les mollusques. C'est de bien examiner et de choisir une espèce qui va être la plus représentative de l'ensemble du groupe. Et cette espèce-là, qu'on aura choisie déjà en faisant un criblage, on va l'étudier à fond. Sa morphologie, c'est pas récent, c'est ce qu'avait fait Linné, son anatomie interne, ça c'était Cuvier d'ailleurs, sa physiologie, c'est-à-dire comment je me reproduis, je respire, la nutrition, etc.
On va devoir étudier aussi tout, de l'œuf à l'adulte, c'est-à-dire la phase de développement embryonnaire et larvaire, prendre en compte le milieu de vie. Donc, monsieur de la Casse-du-Thiers était un écologue avant l'heure, c'est-à-dire dans quel milieu de vie se situe l'animal, est-ce qu'il est fixé sur un rocher enfoui dans le sable, est-ce qu'il nage en pleine eau, tout ça pour comprendre l'adaptation de ses fonctions à son mode de vie, à son milieu de vie, pardon. Et bien sûr l'importance d'étudier les animaux vivants, c'est-à-dire de faire des études sur le terrain et de se décoller de Paris et d'animaux formolés. Et très moderne et très pionnier, on ne va pas se limiter à observer, on va manipuler, expérimenter, c'est-à-dire intervenir pour bien comprendre comment fonctionne l'organisme en question. Ça, c'était nouveau, parce que jusqu'à cette époque, on observait. On mettait la chose sous le microscope, et puis voilà. Mais on intervenait très très peu, ou pas du tout. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Il insiste sur répéter les observations de nombreuses fois. C'est extrêmement... Enfin, tout est toujours à peu près vrai, de toute manière, dans toute la liste, enfin à peu près. Ça, c'est super vrai dans toutes les matières. Voilà. Et puis, là, il se positionne un peu sur la démarche intellectuelle à suivre. Il est contre le fait de formuler des hypothèses a priori. Il est imprégné de l'esprit du positivisme de Comte, qui a vraiment été très important au XIXe siècle, c'est-à-dire étudier les faits, rien que les faits. Ça se rapproche de la méthode empirique d'Aristote, c'est-à-dire qu'à force de regarder les faits sans idée préconçue, on va arriver, rien que par l'observation et la manipulation, à en déduire des lois et des règles générales. La Casse-du-Thiers était extrêmement pragmatique, si on peut dire, très positiviste, et se méfiait en disant si je formule une hypothèse, tout ce que je vais faire comme observation ou comme manipulation sera biaisé parce que je serai en train de vouloir démontrer mon hypothèse quelque part. Donc voilà, c'est quasi impossible à faire à mon avis intellectuellement, et vous allez voir que lui-même va se prendre les pieds dans le tapis. En l'occurrence, à partir de cette méthode-là, la production, c'est ce qu'on appelait des monographies, c'est-à-dire des articles très volumineux et très exhaustifs sur un animal donné, servant de référence de repère à tout un groupe d'animaux. Alors, je vais donner quelques exemples qui illustrent un peu la manière dont il a travaillé. Les études de terrain. Alors, la Casse-du-Thiers a arpenté toutes les côtes françaises. Il avait la bougeotte, c'était infernal. Pendant toute sa vie, il a sauté d'une station à une autre. Bon, c'est un peu calmé avec Roscoff puis Banyuls, mais il a arpenté la Normandie, la Bretagne, l'Aquitaine, la Corse, toutes les côtes méditerranéennes, tout. Il a été relativement peu à l'étranger. On a vu son fameux voyage initiatique aux Baléares. Et effectivement, il le reproduit 4 ans après avec le même bonheur. Donc, il est 2 fois à Minorque, au même endroit, dans la même auberge. Et il va faire, comme on va le voir, une longue expédition en Algérie. C'est tout. Et en fait, il revendique très fort le fait d'arpenter la France en disant il y a une telle biodiversité, il y a tellement d'animaux divers entre la Méditerranée, la Manche ou l'Atlantique que c'est complètement idiot d'aller se balader en mer Rouge ou en Australie ou au niveau des pôles. Il y a tellement à faire là. Donc les études de terrain, ce n'était pas du tout des voyages de tout repos et plaisants. D'abord, je rappelle que la Casse-du-Thiers avait le mal de mer, donc c'était un peu dur. Donc là, il y a encore, parce qu'il en parle tout le temps, j'étais bien malade sur les petites embarcations. Donc là, il est parti avec des corailleurs pour chercher du corail et qu'il a trouvé. J'avais eu pourtant la force de me tenir. Et je me rappelle que dans la chaloupe, tout en vomissant, je tenais toujours droite et dans une bonne position la branche de polypier, de corail que j'avais obtenue. Donc c'est un peu voilà, enfin, il souffre de ça. Bon, voilà. Il loge dans des auberges
en général, avec un confort extrêmement sommaire. Et dans ces auberges, il transforme sa chambre en laboratoire et il fait des expériences avec les bocaux soit qu'il a amenés, soit qu'il a demandé à l'hôtelier, soit qu'il allait acheter sur le marché. Là, il est en train d'essayer de faire pousser du corail, par exemple, dans sa chambre d'auberge. Il prend des notes, il fait ses dessins pour les articles qu'il va publier en rentrant. Après 1862, il reste vraiment en France. 1862, il a un gros trauma, il est en Algérie. On lui apprend que sa mère est mourante. Il saute dans le bateau, il revient à Stigedern. Il aimait beaucoup sa mère. Il arrive trop tard. Elle est décédée. Alors, je ne sais pas si ça lui a fait un choc. Enfin, il n'est plus reparti à l'étranger. Il a dessiné sa mère sur son lit de mort. Bon, je passe parce que c'est pas trop triste. Alors, voilà. Donc, exemple de monographie. Il en a publié plusieurs, sur la pourpre, par exemple, sur le vermeil. Et la première qu'il a faite, c'est sur un animal qui s'appelle le dental, qui est un petit mollusque qui vit dans une coquille en forme de trompe, enfin de cornet. Et vous voyez que le début de ses études, c'est des notes énormes avec des dessins quand il est en Bretagne sur le dental. Et puis vous voyez finalement ce qui est publié dans un article qui fait 500 pages, où on voit ici l'appareil circulatoire du dental. Et puis ici, je vous disais qu'il avait beaucoup insisté sur étudier les formes embryonnaires et larvaires. Là, vous voyez avec un microscope Zeiss ou Naché qu'il a amené avec lui, vous voyez le niveau de précision. En fait, c'est beaucoup mieux. Là, il n'est pas bien le niveau de précision à cause de la technique du XXIe siècle. Mais en fait, en vrai, c'est beaucoup mieux ce qui a été publié. Et voilà, l'œuf fécondé, et puis il se divise, ça donne un embryon qui va devenir une larve, puis un adulte. Donc il publie ces énormes articles où l'animal est entièrement analysé du point de vue de son fonctionnement. Là, vous connaissez sûrement tous Labonelli, et donc il a fait une découverte au sujet de Labonelli. Donc Labonelli, c'est une espèce de ver marin. Là, vous voyez le dessin que la Casutier en a fait. C'est un gros corps renflé qui se loge entre les rochers ou dans le sable éventuellement. Et puis, peut en sortir une trompe rétractile. Et cette trompe sert à capter les aliments. Et puis, elle peut se rétracter à l'intérieur des rochers. Voilà, ça, c'est Labonelli. Et tout ça peut faire plus d'1 mètre de long, avec la trompe, plus d'1 mètre de long. Plus d'1 mètre de long. Et donc, Lacaze observe ça en Corse et dit « Chose étrange, je ne trouvais que des femelles. Et je cherchais en vain les mâles. » Il ne trouve pas de mâle de Bonelli. J'observais cependant, dans la gouttière ici, qui conduit à sa bouche, des petits vers blancs que je considérais comme des parasites. Voilà. Quelques années après, il a compris. Les petits vers blancs, qu'il a été bien analysés, ce sont les mâles de Labonelli. Donc les mâles font 1 millimètre, la femelle fait plus d'1 mètre, donc il y a un dimorphisme certain. Et quand il relate ça dans ses conférences, il a un certain humour. Il dit « Voilà donc une femelle qui loge et héberge ses mâles tout petits, et cela dans sa bouche. N'est-ce pas aussi là un lieu singulièrement choisi pour loger ce petit personnel destiné à la fécondation? Quel harem à l'envers et quelle place il occupe ?» Et il cite Molière dans l'École des femmes, dans une conférence qu'il donne. On est bien tenté de se demander si le sexe fort mérite l'épithète qu'il se donne si volontiers chez nous. Ah, s'il est bête parler, avouez que ce mari ridicule, cet Arnolphe de ce monde nouveau, serait bien malvenu de dire à son Agnès gigantesque « Votre sexe n'est là que pour l'obéissance, du côté de la barbe et la toute-puissance. » Voilà, bon. Donc, Lacaze du Thiers est le découvreur du mâle de Labonelli. Et Lacaze du Thiers a laissé son nom aussi à
un autre animal, si on peut dire, oui, on peut le dire, qui est le corail. C'est vraiment l'homme du corail. Alors il a fait ses premières études sur le corail en Corse en 1858. Et non seulement il a étudié le corail, mais il a étudié aussi la pêche du corail et la manière dont les corailleurs récupèrent le corail. Donc il était à Bonifacio. Il s'embarquait avec les corailleurs. Bon, il y avait mal de mer, on l'a déjà dit, je l'ai déjà dit 4 fois. Donc c'était un peu dur. Et il était horrifié par les techniques de récolte du corail avec une grande croix de bois lestée de plomb avec laquelle on racle le fond, ce qui détruit juste tout. Il a été aussi horrifié par la manière dont les corailleurs traitaient les rameurs. Les rameurs étaient des Napolitains qui étaient là avec un contrat pour ramer. Et donc c'était extrêmement pénible parce qu'il faut ramer ils partaient pendant 48 heures. Donc pendant 48 heures, on rame en traînant ces croix énormes. Et il a fait pas mal de déclarations en disant que c'était du semi-esclavage. Là, c'est juste un extrait. Ces pauvres Napolitains sont battus. Et quand le sommeil les prend en tournant et hissant les filets, le poupier, le chef de la barque, fait chauffer un fer qui l'approche des pieds des malheureux. De très nombreuses désertions se produisent, quelle surprise, et il raconte que les déserteurs, quand ils sont pris, sont emmenés dans la prison de Bonifacio, enfin bon, voilà. Donc ça, c'est mon premier contact avec le corail, qui dessine, comme d'habitude, merveilleusement bien. Et donc, de retour, donc il a fait des publications petites en 1858 là-dessus, et il est remarqué, du coup, parce que le gouverneur de l'Algérie, française à l'époque, veut faire une mission, veut avoir un rapport sur le corail. En fait, en Algérie, sur la côte méditerranéenne, complètement à l'est, à 10 km peut-être de la frontière tunisienne, il y a une ville très ancienne qui s'appelle La Cale et qui est sur un spot, sur un massif corallien qui est exploité depuis le XIe ou XIIe siècle. Donc c'est une énorme source de corail et le gouverneur de l'Algérie se demande comment c'est fait, est-ce que c'est bien fait, est-ce que ça ne va pas s'épuiser. Il a besoin d'un scientifique pour faire une mission et donc c'est Lacaze Duthier qui est le scientifique en question qui va partir en Algérie en 1860 pendant presque 6 mois, en 1861 un autre 6 mois. Normalement là l'État français lui dit ça va, ça fait 1 an sur le corail. Lui il dit qu'il n'a pas complètement fini donc il repart en 1862 à ses frais pour être sûr qu'il a bien tout vu, non seulement sur le corail, sur la biologie du corail, mais aussi sur la pêche du corail et sur même la commercialisation, le marché du corail. Donc il rend un rapport énorme. Il écrit, bien sûr, une monographie, 500 pages, sur le corail. C'est comme ça qu'il devient une référence internationale dans le domaine. La monographie étant illustrée de ces dessins que vous pouvez voir là. Donc, effectivement, c'est une référence en matière de corail. Et puis, en 1862, comme il est en Algérie, à la frontière tunisienne, le professeur Armand de Quatrefages, qui est un professeur du Muséum d'histoire naturelle à Paris, a dévié des sciences naturelles vers l'anthropologie. Donc à l'époque, chercher les races humaines, etc. Enfin, bon, c'était un peu particulier comme démarche intellectuelle. Il faut remettre ça dans le contexte, bien sûr. Et donc, demande à Lacaze Duthier, puisqu'il est juste à côté, d'aller faire un tour à la nécropole de Carthage pour lui ramener des crânes humains. Ça l'intéresse beaucoup parce qu'il doit y avoir des crânes puniques, il doit y avoir des crânes de Vandales, il veut voir. Donc Lacaze Duthier devient archéologue pendant quelques temps. Vous le voyez ici, tenant, vous ne le voyez pas, mais un crâne à la main. Il innove parce que les premières fois, donc il creuse, il découvre des tombes, il entre, effectivement il y a des squelettes et à chaque fois qu'au début il touche un crâne, ça tombe en poussière. Donc il invente une méthode
de gélatine chaude avec un petit pinceau et il enduit le crâne de gélatine chaude pour le préserver et il remporte comme ça une cinquantaine de crânes à Armand 4 et il a recruté une équipe locale. Ici, vous voyez 5 personnes, pas celui du centre dont je vais parler dans un instant. Et il y en a un qui le voit badigeonner les crânes à la gélatine chaude, et c'est Lacaze dans son journal qui écrit ça. Et donc, cette personne lui dit « Serais-tu content si on faisait cela à tes parents ?» Ce qui a eu l'air d'avoir un peu percuté Lacaze pour l'avoir noté dans son journal. Bon, sachant que son grand-père, son crâne, bon, il a été guillotiné, donc il y a aussi d'autres aspects dans son histoire familiale. Et puis vous voyez un personnage ici, juste un mot. Ce personnage s'appelle Pierre Lansplaine. Quand Lacaze est parti en mission en Algérie, Lansplaine faisait son service militaire, il était là, et il lui a été affecté. Et en fait, c'est l'amitié d'une vie qui s'est nouée là, et les deux ne se quitteront plus jamais. Lacaze du Thiers l'embauche comme son homme de confiance. Qui gère tout, qui gère sa maison, son argent, enfin, qui s'occupe de lui. Pierre Lansplaine. Donc, d'ailleurs, quand il revient au muséum, il rapporte ses crânes et il a pris plein de notes. Donc ça n'a plus rien à voir avec les sciences naturelles. Il croit qu'il a trouvé des tombes de rois, de nobles, d'autres plus du tout venant, etc. Il veut écrire un article. Et là, les anthropologues du muséum lui expliquent qu'ils ont trouvé ces méthodes de fouilles un peu cavalières et qu'il retourne à ses mollusques et que c'est là qu'il est bon et qu'il oublie tout le reste. Donc, voilà, c'était une parenthèse. Et puis juste un mot pour dire que avec son esprit hyper rigoureux, il a pu se tromper. À la fin du dernier quart du 19e siècle, s'est posé une grande question: quel est l'ancêtre des vertébrés? S'il y a une évolution, c'est que les vertébrés, ils ont eu un ancêtre, et cet ancêtre, c'est forcément un invertébré. Par définition, quel est cet ancêtre parmi les invertébrés qui s'est transformé un jour en vertébré pour faire court? Et donc il y a des batailles, il y en a qui disent c'est les vers, genre les vers comme les vers de terre, parce que c'est annelé, ça ressemble à une colonne vertébrale. Et puis il y a un russe qui a dit non, moi je pense que ce sont les acidies. Alors les acidies, si vous connaissez, à l'état adulte, je ne veux pas dire de mal des acidies, mais enfin c'est une espèce de gros tas quand même, qui ne ressemble pas du tout à un quelconque vertébré. Mais les acidies ont des larves, et ces larves sont la copie conforme d'un tétard de grenouille. Et donc, effectivement, l'adulte a perdu tout un tas de caractéristiques, mais à la larve, on s'aperçoit que cette larve d'acidie ressemble follement à des tétards de grenouille ou des alevins de poissons. Et donc, ce russe Kovalevski pense que les acidies sont les ancêtres des vertébrés. Et Lacaze du Thiers est un spécialiste des acidies, donc il entre dans le débat et il découvre en 1870 un genre d'acidies qu'on appelle les molgules. Et ces acidies, qui sont des acidies sans nul doute, n'ont pas de larve. Elles ont juste un embryon qui se transforme en adulte. Et il n'y a pas cette fameuse larve qui ressemble à celle des vertébrés. Et donc, je vous la fais simple. Lacaze du Thiers fait comme d'habitude, il démonte complètement l'acidie, il étudie les acidies de A jusqu'à Z, il cherche dans l'embryon d'acidie des ébauches de ce qui aurait dû être une larve mais qui ne l'est pas, etc. Il ne le trouve pas. Et voilà, c'est toute sa monographie sur l'acidie, l'appareil circulatoire, vous voyez qu'il injecte des liquides colorés pour comprendre comment ça circule. Et bref, il conclut que non, c'est juste pas possible, les acidies ne peuvent pas être l'ancêtre des vertébrés. Or, on sait maintenant que si, grâce au génome essentiellement, les acidies sont bien les ancêtres des vertébrés. Donc, en fait, là, il a simplement fait une erreur en prenant un type d'acidie qui n'était pas du tout représentatif de l'ensemble, contrairement
à la propre méthode qu'il promouvait. Voilà. Il a étudié plein d'autres choses, et puis on arrive finalement au début des années 70, et donc pendant tout ce parcours, je viens de naturaliste, eh bien, c'est l'épanouissement et c'est la consécration, effectivement. En 1863, il devient maître de conférence à l'École normale supérieure à Paris, donc il quitte l'île qu'il n'a pas appréciée à sa juste valeur. En 1865, il est nommé professeur au Muséum. En 1869, il est nommé professeur de zoologie à la Sorbonne. Il y avait 2 chaires, la chaire de Milne Edwards, la numéro 1, et la chaire numéro 2 qu'il occupe. En 1971, il entre à l'Académie des sciences. Donc le voilà une sommité dans l'establishment universitaire. Et c'est la consécration et c'est le dernier tournant de sa vie professionnelle qui va encore durer 31 ans, enfin pas mon exposé, rassurez-vous, mais cette dernière partie. Alors la chose qu'il faut bien voir, c'est que 1870-71, c'est la défaite de la France face à la Prusse, qui est vécue comme une humiliation énorme par les Français, notamment les intellectuels, parce que l'analyse des causes de cette défaite sont, entre autres, le déficit intellectuel de la France par rapport à la Prusse, l'Allemagne, où il y avait des universités extrêmement modernes, alors que le Second Empire, il faut bien dire, n'a pas été l'endroit, enfin la période d'émulation scientifique la mieux qu'on ait connue. Et donc Lacaze-Duthier, lui, il veut se mettre au service de la reconstruction du pays et pallier à cette cause de déficit intellectuel qui a conduit, entre autres raisons, à la défaite, avec les moyens qu'il a, c'est-à-dire réveiller la science, et notamment les sciences naturelles. Donc ça, c'est des citations de lui. Quand on constate, après tant de malheurs, une vitalité, une richesse aussi grande que celle dont la France donne la preuve, le découragement, inséparable d'une crise terrible comme celle que nous venons de traverser, fait bientôt place à l'espérance et à un profond sentiment de confiance. Donc il est très positif. Il dit, bon, on a touché le fond, et donc maintenant, en plus, il y a eu la chute du Second Empire, on est à nouveau dans une république, la troisième, qui va durer un certain temps. Et donc, il est extrêmement positif et avec ses moyens. Le réveil du mouvement intellectuel en France est à nos yeux chose assurée. Il a sa raison dans notre défaite. Il doit être sans limite, comme nos désastres et nos malheurs. Donc, il décide cette fois-ci de quitter un peu ses mollusques, son corail, son dental et sa molgule, pour se mettre au service de la nation avec ses moyens qui sont des moyens d'enseignement et recherche. Et c'est le moment aussi où donc il a une 50aine d'années et il conceptualise la méthode qu'il a éprouvée en travaillant. Et donc, pour lui, la zoologie doit inclure des études de morphologie comparée, bon, regardez la forme des choses, de physiologie, c'était nouveau, j'ai déjà dit des cycles de vie, je l'ai déjà dit, et des milieux de vie. Et tout ça doit être complété par de l'expérimentation. Donc, c'est un nouveau concept qu'il véritablement conceptualiste, c'est-à-dire qu'il écrit des choses là-dessus. La zoo, physio, écologie, ça c'est moi, expérimental. En fait, il l'écrit autrement, donc voilà, dans un véritable manifeste qui est publié en 1872 et où du coup il baptise cette nouvelle zoologie qui englobe la physiologie, les milieux de vie, les expériences, l'embryogénèse, etc. Et il le baptise zoologie expérimentale. Alors tout ça, c'est bien conceptualiser et décrire des choses, mais Lacaze-Duthier est un homme d'action, et pour mettre en place, pour faire vivre cette zoologie expérimentale, dont il est vraiment le concepteur, eh bien, il manque quelque chose en France qui n'existe pas. Ce sont des laboratoires de terrain au bord de la mer pour avoir les animaux et pour des vrais laboratoires et puis des chambres d'auberge.
Et donc, c'est pour ça qu'on appelle cette partie de sa vie, voilà, il est devenu le bâtisseur, il va bâtir des laboratoires, enfin deux, voilà. Parce que où est-ce qu'il travaillait finalement? Vous ne le saurez jamais. Voilà. Il travaillait dans son laboratoire de la Sorbonne. Un laboratoire mal éclairé, mal chauffé, tout petit, sous une soupente de la rue Saint-Jacques, donc où ses étudiants et ses maîtres de conférence, enfin, son équipe étaient serrés et surtout mal éclairés et très important. Il travaillait aussi dans sa propriété personnelle qu'il avait achetée en Périgord, où il avait installé un laboratoire. Mais pour lui, il n'accueillait pas, un peu d'ailleurs, mais pas beaucoup. Et puis, il travaillait dans les auberges, chez l'habitant, lors de ses expéditions. Donc ça ne va pas du tout avec son nouveau concept de zoologie expérimentale qui doit être moderne. Et donc, il le dit, hein. Voilà, il veut la fin des temps héroïques de la zoologie où le naturaliste était accueilli d'un œil méfiant par les hôteliers, il était obligé de s'accommoder d'une mauvaise soupente en guise de logement, et où la même table servait par l'un bout à prendre ses repas et par l'autre à disséquer, à observer, à dessiner des animaux. Alors, sur l'aspect œil méfiant des hôteliers, il y a une anecdote qu'il a racontée où il dit qu'en Bretagne, il était logé chez une dame qui le prenait quasiment pour un sorcier parce qu'elle lui disait qu'à chaque fois qu'il était là à bricoler ses animaux, sa pâte à crêpes tournait. Voilà. Et bon, donc bref, il veut changer tout ça. Mais donc il veut construire des laboratoires en bord de mer modernes. Mais il a des adversaires et notamment il a deux courants à Paris qui s'opposent à ses projets. Et le premier est très surprenant, c'est Claude Bernard, que vous connaissez tous, qui est un très grand physiologiste français que Lacaze-Duthiers admirait énormément et qui est justement, Claude Bernard, lui aussi l'inventeur de l'expérimentation en physiologie. Sauf que Claude Bernard est médecin et que tout ce qu'il fait, c'est sur des bêtes à poil, les mammifères, dans l'idée de comprendre comment ça se passe chez l'homme, et que Claude Bernard avait un profond mépris pour les animaux invertébrés, qui considéraient un peu comme des petites choses juste bonnes à être observées et rien d'autre. Bon, ils sont aussi en lutte pour les moyens. Et du coup, Claude Bernard dénie à la zoologie le fait d'être une science expérimentale. Il suffit de regarder, tout ça n'est pas bien intéressant et il n'est pas d'un fonctionnement si élaboré que peut l'être celui de l'homme ou du lapin. Donc, Claude Bernard est un adversaire et ça désole Lacaze-Duthiers parce que Lacaze-Duthiers a beaucoup d'admiration pour l'homme scientifique. Et alors, les autres adversaires, c'est autre chose, c'est le clan Edwards. Vous vous souvenez, j'espère, de son mentor Henry Milne-Edwards. Henry Milne-Edwards, voilà, c'est cet homme très souriant qui est là, avec son fils tout aussi souriant, Alphonse. Et ça s'appelle le clan Edwards. Et ils sont titulaires de la première chaire de zoologie, la première, hein, parce que Lacaze-Duthiers, c'est deuxième, et ça a une signification, c'est le numéro. Et donc, bref, à Paris, le clan Edwards monopolise les moyens. C'est eux qui ont des grands laboratoires, c'est eux qui ont l'argent, enfin laboratoires, hein, des batteries de loupes et de microscopes, parce qu'ils ne font pas spécialement d'expérimentation, et ils sont à Paris. Ils monopolisent les moyens et ils monopolisent aussi les publications, parce que les naturalistes français à l'époque, ils avaient les comptes rendus de l'Académie des sciences pour publier, mais c'était en général des petites notes, sauf les mémoires, et ils avaient, tout le monde, publié dans les annales de sciences naturelles, section zoologie, dont le patron était Henry Milne-Edwards et son successeur était Alphonse Milne-Edwards. Donc pour publier, il fallait passer par les fourches caudines du clan Edwards. Donc, eux regardent d'un œil suspect le fait que Lacaze-Duthiers puisse tout d'un coup lever des fonds pour aller faire une zoologie expérimentale quelque part. Heureusement, il a aussi des soutiens de la République.
Vous voyez ici 2 ministres de l'instruction publique, ici 2 directeurs de l'enseignement supérieur au ministère de l'instruction publique, qui ont été des très forts soutiens à l'idée de bâtir des laboratoires de terrain de la Casse-du-Thier. D'ailleurs, la Casse-du-Thier était quand même très introduit dans ces milieux-là. Louis Liard était un de ses ex-élèves. Enfin, voilà. Donc, il a des soutiens et donc, bref, il a de l'argent de l'État, de l'argent public, pour fonder son premier laboratoire de zoologie expérimentale. Alors, où est-ce que ça va être? En 1868, sur les conseils de son libraire parisien, il est allé pour la première fois à Roscoff. Et il a logé à l'hôtel du Pigeon Blanc, que vous voyez ici. Alors, ça a un peu changé, la place qui s'appelait place de l'Église et qui s'appelle place La Casse-du-Thier. Donc, il loge à l'hôtel du Pigeon Blanc et il est emballé par Roscoff. Pourquoi? À cause des animaux. Il découvre des grèves immenses, toute une variété de sables, de rochers, de courants et une variété en termes d'animaux énorme. Et donc, il est convaincu que c'est là qu'il doit fonder son laboratoire de zoologie expérimentale, ce qu'il fait en 1872. Donc, comme vous allez avoir une superbe conférence sur l'histoire de la station dans 1 mois par André Toulmont, je vais aller vite pour ne pas déflorer le sujet. Mais en 1872, je tiens quand même à vous dire qu'il loue cette maison à côté de la Venelle de Maculot. Il la loue à Madame Roland, roscovite, Françoise Roland, Chaloué pour le nom de jeune fille, et il transforme cette maison en laboratoire. Je vais vous décrire ce que ça veut dire laboratoire à l'époque, et c'est le premier laboratoire de Roscoff. Alors là, c'est juste, je vais très très vite, je n'ai pas le droit de faire de pub, mais c'était ça. Donc voilà, hop, c'est fini, vous n'avez rien vu. Par la suite, André va vous expliquer tout ça. Il loue cette maison ici de 1872 à 1883, premier laboratoire, et puis l'État français, le ministère de l'Instruction publique, va procéder à des achats immobiliers ensuite, notamment la maison Corbière, l'école primaire des garçons, la maison de mademoiselle Mironnet, le terrain de monsieur Vacher par derrière, la batterie du génie militaire par la suite, et tout le laboratoire va se déporter dans ce sens-là. Et cette maison sera, voilà, en 1883, c'est fini, elle arrête d'être louée et le laboratoire a sauté à travers de la place. Alors, qu'est-ce que c'est pour la Casse-du-Thier un laboratoire? Alors, il faut bien que vous réalisiez que ça n'existait pas, les laboratoires de biologie à l'époque. Il n'y en avait pas. Les chimistes avaient fondé les premiers laboratoires. Claude Bernard avait fondé en même temps un laboratoire de physiologie, donc c'était très différent. Mais laboratoire de biologie, il n'y en avait pas. C'est La Casse-du-Thier, le premier laboratoire de biologie à Roscoff. Donc, c'est équiper le laboratoire avec une instrumentation, c'est-à-dire des microscopes, des bocaux, des moyens d'observation, un aquarium qui ira, bon, pas en 1872, mais une vingtaine d'années après, 300 mètres carrés d'aquarium parce qu'on doit faire des manipulations, c'est-à-dire que les animaux, on doit les prendre sur la plage et puis les élever au laboratoire pour regarder leur cycle de vie sous conditions contrôlées. Ce qu'on appelait des stalles de recherche équipées pour que les chercheurs aient un endroit où ils vont faire leurs observations, leurs expérimentations, qu'ils aient à disposition une bibliothèque, une collection d'animaux dans le formol, parce qu'on ne trouve pas toujours tout au moment où on est là, et donc on peut avoir quand même une idée de certaines espèces et d'organismes, même s'ils ne sont pas disponibles grâce à la collection, des bateaux, évidemment pour ramener les récoltes, et une capacité d'hébergement pour que les gens s'installent là plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Bien sûr, il y avait
Et il y avait des gens qui étaient employés, 3 matelots, enfin voilà, femmes de ménage, etc. Et donc, c'était ça le laboratoire, premier laboratoire. Alors, maintenant, je vous montre les photos qui sont des reconstitutions, hein, donc c'est pas comme maintenant. Ça ressemblait plus ou moins à ça, et ça, vous voyez, il y a le microscope, il y a tous les flacons qui servent à fixer et observer les animaux, les outils de dissection, et puis des bocaux, soit pour élever, soit pour conserver. Voilà, donc c'était ça paraît bête, c'est extrêmement novateur. Voilà, c'est sorti de chez lui et il a monté ça grâce à l'argent de l'État. Alors, le laboratoire avait vocation à accueillir des scientifiques. À Roscoff, en 1872 et pendant de nombreuses années, le laboratoire ne fonctionne que l'été, que de avril à octobre. Hein, donc les gens viennent entre avril et octobre, mais en hiver, ça ne fonctionnait pas. Et il était destiné à accueillir toutes sortes de scientifiques, en premier lieu des étudiants. Et donc, la case Duthiers dote son premier laboratoire immédiatement d'une mission d'enseignement qui perdure et qui était à nouveau très novatrice. C'est-à-dire, il veut faire sortir les étudiants de Paris pour qu'ils viennent observer eux-mêmes, récolter eux-mêmes, étudier, faire leurs premiers pas dans l'observation et la manipulation. Donc c'était des travaux pratiques finalement, mais c'était à nouveau extrêmement nouveau. Et il accueille bien sûr son équipe, ses maîtres de conférences, ses préparateurs qui enseignent d'ailleurs aux étudiants qui sont en stage, en même temps qu'ils font leurs travaux de recherche. Et il accueillait sinon des scientifiques de tout niveau et surtout de toute nationalité. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il a défini immédiatement. Il a voulu donner une dimension internationale en 1872 à son premier laboratoire, une mission qui est toujours dans celle de la station. Et ça, tout ça a été vraiment très visionnaire, on va dire. Le laboratoire c'était gratuit. C'est-à-dire qu'il y avait des demandes pour venir au laboratoire qui étaient examinées par la case Duthiers lui-même. Hein, c'était quand même c'était un mandarin. Hein. Et ceux qui étaient acceptés ne payaient rien. Zéro. Hébergement, rien. Le laboratoire était mis entièrement à leur disposition et même pour les étudiants, ils se débrouillaient pour que les voyages également des étudiants soient payés. Et les visiteurs recevaient une espèce de kit, des outils de dissection, un microscope, une stalle, etc. et s'installaient pour au moins 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour faire leurs travaux. Alors, en échange, parce que quand même, chaque visiteur avait l'obligation d'enrichir la collection du laboratoire et de la Sorbonne, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il était interdit de partir avec ces animaux sans en laisser au moins un double à la station, au laboratoire. Et même, d'ailleurs, il était interdit de partir avec des animaux. Il fallait demander l'autorisation de la case Duthiers. Voilà. Donc ça, c'était la première contrainte, entre guillemets. Et la deuxième, je vais y venir très rapidement, c'est de publier dans un journal dont je vais parler dans une seconde. Et avant de parler de ça dans une seconde, rassurez-vous, c'est la fin, en fait, en 1874, 2 ans après la création de Roscoff, il y a eu un laboratoire compétiteur, un laboratoire fondé par les Allemands à Naples, qui était un laboratoire maritime pour également étudier les animaux marins, et donc qui est entré en compétition avec Roscoff et qui ne fonctionnait pas du tout selon les mêmes principes. En particulier, il était fort cher. Et deuxièmement, il n'était réservé qu'aux scientifiques reconnus et il n'avait aucune mission d'enseignement. Donc,
même si c'est le début de ce genre de laboratoire, il y a eu des choix qui ont été faits. Et là, on voit très bien que l'esprit républicain de la case Duthiers, avec une notion de possibilité d'accessibilité à tous, était très, très, très prégnant dans cette fondation. Alors, qu'est-ce que c'est que ces archives ? Eh bien, la case Duthiers, ça y est, il a fondé son premier laboratoire expérimental de terrain pour faire une zoologie moderne telle qu'il l'a conçue. Mais si vous vous souvenez, les Milne Edwards, le clan Edwards à Paris, contrôle les publications. Et donc, la case Duthiers décide de s'affranchir de cette contrainte et il fonde un journal, les archives de zoologie expérimentale et générale, en 1872, en même temps que le laboratoire et les scientifiques, les travaux menés au laboratoire doivent être publiés dans les archives de zoologie expérimentale, qui est d'ailleurs un journal international, parce qu'à la fin, il y avait une section notes et revues où on commentait, voire traduisait les articles qui étaient publiés en langue allemande ou anglaise dans d'autres endroits. Voilà. Et donc ce journal a failli péricliter au début. Il avait été financé par les fonds propres en plus de la case Duthiers. Il a été sauvé par le ministère de l'Instruction publique qui a pris des abonnements. Et après, il a eu un succès considérable. Il a fermé dans les années 1960. Et il y avait de superbes planches, là j'ai mis quelques exemples, de dessins de la case Duthiers lui-même dans ce journal qui lui a permis donc de s'affranchir du clan Edwards. Voilà. J'arrive à la fin, assurez-vous. Donc, après avoir construit Roscoff, ça ne lui a pas suffi. Il a décidé de fonder un deuxième laboratoire maritime 10 ans après, donc Roscoff n'était même pas terminé, à Banyuls, donc sur la Méditerranée, en expliquant qu'il y avait effectivement des faunes à étudier qui étaient très complémentaires entre la Manche et la Méditerranée. Ce n'étaient pas les mêmes, donc c'était intéressant pour la France d'avoir deux laboratoires comme ça, complémentaires, avec des études complémentaires. Banyuls a été encore plus compliqué pour la case à construire parce que le ministère de l'Instruction publique a commencé à être fatigué de financer les laboratoires de monsieur de la case Duthiers. Donc autant Roscoff a été entièrement financé par des fonds publics, autant Banyuls a été entièrement financé par des fonds privés, à commencer par l'argent de la case lui-même, et des mécènes, etc. Et à sa mort, en fait, la case a légué le laboratoire Arago, qui lui appartenait finalement, à la Sorbonne. Et donc c'est son deuxième grande œuvre, et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, à partir des années 1885, il a passé beaucoup de temps à Banyuls. Je pense aussi que comme ces crises de rhumatisme aigu l'incitaient plutôt à aller du côté de la Méditerranée que du côté de la Manche, enfin ça c'est personnel. Voilà. Donc en guise de conclusion, il y a deux lacases. Il y a le lacase naturaliste que je vous ai présenté dans cette période jusqu'en 1870, sachant qu'après il a continué à travailler, qui était un esprit vraiment très positiviste, les faits, rien que les faits, une certaine réticence face aux théories qu'on ne peut pas éprouver par l'expérience. Voilà. Dès que c'était trop théorique et qu'on ne pouvait rien prouver, ça commençait à moins l'intéresser en disant bon, ben voilà, on peut discuter, on peut discourir, mais de toute manière, on n'aura pas la réponse. Alors, il lui a été reproché, notamment par certains de ses détracteurs, d'être fixiste, c'est-à-dire héritier de Cuvier, ce qu'il n'était pas. Et il n'était pas plus transformiste à la Lamarck, et il n'était pas darwinien non plus. En fait, il a été l'élève d'aucun maître, et il n'a jamais adhéré à aucune doctrine. Il était proche, on peut dire, de Darwin, et à propos de Darwin, il s'est expliqué. Il a dit « Je ne suis pas antagoniste de Darwin. Seulement, je trouve des faits tout aussi difficiles à expliquer en l'admettant que j'en trouve d'inexplicables en ne l'admettant pas.
Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre, et puis il dit Darwin nous montre l'action constante de la vie et sa conséquence, la sélection naturelle. J'admets ces deux lois, mais je ne demande pas mieux que de me rendre à l'évidence des preuves, mais jusqu'ici je les trouve insuffisantes. Et en fait, vraiment sur la question de l'origine des êtres vivants, c'était quelque chose qui ne l'intéressait pas, parce que pour lui, c'était de la spéculation philosophique, parce qu'on n'aurait jamais la réponse. Bon, il n'a pas connu l'ère des génomes, donc voilà. Voilà. Et il était, quand je dis proche de Darwin, il a correspondu avec Darwin et avec tellement de gens. Mais Darwin était devenu très célèbre et a été présenté régulièrement pour rentrer à l'Académie des sciences en France. Il y est rentré en 1878, à une époque où il était rentré dans toutes les académies des sciences de tous les pays du monde, sauf la France. Et puis nous, c'est Lamarck, etc. Enfin bon, il y a une réticence incroyable. Et l'académicien qui a soutenu Darwin, c'est Lacaze Duthiers, et soutenu publiquement, en affrontant des gens, enfin il y a des écrits, et en disant je ne suis pas darwinien, parce que moi ça me semble insuffisant comme preuve, mais Darwin est un naturaliste exceptionnel, et donc voilà, je trouve que c'est incroyable, il fait réfléchir les gens, il doit rentrer à l'Académie des sciences. Donc ça, c'était typiquement Lacaze Duthiers, une profonde honnêteté intellectuelle plutôt que d'adhérer comme ça à des doctrines. Donc, effectivement, il n'a pas fondé une école de pensée. Il n'est pas la personne qui a développé la doctrine qui va marquer tout un pan d'histoire des sciences. Non. Il nous a légué, je pense, quelque chose de beaucoup plus important, d'au moins aussi important. C'est un corpus de méthodes. Il est vraiment le fondateur de la zoologie moderne, expérimentale, et des premiers laboratoires de biologie en France, avec vraiment la méthode pour étudier, analyser de manière impartiale. Et ça, c'est très moderne, et c'est tellement moderne que les missions des stations de biologie françaises, par exemple les 3 qui dépendent de Sorbonne Université, donc Roscoff, Banyuls et Villefranche-sur-Mer, dont je n'ai pas parlé, mais il a aussi trempé dans l'affaire de la naissance de Villefranche-sur-Mer. Ces 3 stations ont toujours aujourd'hui les mêmes missions de diffusion de la science à un niveau international, d'observation, d'enseignement, qui étaient celles qui avaient été prévues il y a 150 ans par Lacaze Duthiers. Et ces 3 stations-là, elles rayonnent à l'échelle internationale véritablement. Et je crois que vraiment, on lui est tout à fait redevable de cet état de fait. Voilà. Je vous remercie. Ça, c'est mes remerciements. Et puis, c'est une image un peu détendue et très rare, parce que c'était un homme quand même pas très détendu, de Lacaze Duthiers. Merci. Est-ce qu'il était marié? Non. Non, il ne s'est jamais marié. Quand on lit son journal, il a beaucoup souffert de la solitude, de sa solitude personnelle. Il avait des amis, hommes à l'époque, mais ça ne m'a pas semblé que c'était des amis super proches. Et je crois qu'il a regretté effectivement de ne pas trouver l'âme sœur qui allait l'accompagner. D'ailleurs, il le dit, il l'écrit dans son journal à un moment donné. C'est assez touchant la manière dont il en parle. Et c'est quelqu'un qui, bon, tant mieux si c'est pas marié, parce que sa pauvre épouse, il bossait jour et nuit, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Enfin, il était habité par sa passion pour le monde marin.
bon, voilà. Mais effectivement, oui, non, je pense qu'il a souffert de la solitude. À un moment donné, dans son journal, il en parle. Mais la manière dont il conçoit l'âme sœur qui lui manque, c'est qu'il espère trouver quelqu'un qui partagera sa passion et avec qui il pourra parler le soir de toutes ses trouvailles, etc. Donc je me dis, bon, ok, il n'a pas trouvé d'ailleurs, mais les sujets de discussion n'auraient peut-être pas été super variés à la maison. Alors, des questions? D'autres questions peut-être? Merci tout d'abord pour cet exposé si vivant, et je pense qu'à l'applaudimètre, vous avez été bien récompensé. J'avais une question. Pourquoi il s'est pris les pieds dans le tapis pour le vertébré là? Parce que à la base, il y avait l'histoire des larves. Ouais. Et donc, il a choisi le seul qui avait pas de larves. Il a choisi une exception. Alors, quand il a découvert les premières espèces de molgules, il faut remettre ça dans le contexte, on connaissait un certain nombre d'espèces d'acidies, mais pas énormément. Et quand il a découvert le genre Molgula, les molgules, lui, il a cru que ça allait représenter énormément d'espèces, les molgules, au sein des acidies. En fait, non. Donc non, les molgules, voilà, il y a quelques espèces de molgula, mais il y a beaucoup plus d'autres espèces et de genres d'acidies que la molgule, premièrement. Donc là, il a fait une erreur d'estimation, voilà. Ensuite, il avait bien envisagé la chose. Il s'était dit, bon, soit la molgule est vraiment le socle des acidies, et c'est les autres acidies qui ont créé un tétard, et ça ne peut pas être l'ancêtre des vertébrés, puisque voilà, le socle, il n'avait pas ce tétard, donc ils ont fait un truc par hasard, ça ressemblait à un tétard de grenouille, voilà. Ou l'inverse, la molgule, c'est elle qui a perdu sa phase tétard. Donc le tétard, c'est la règle, et la molgule n'en a plus. Donc il a dit, si ça c'est vrai, si c'est la molgule qui a perdu son tétard, je devrais trouver dans l'embryon les petites cellules qui doivent générer le tétard, mais qui doivent dégénérer et donc pas former le tétard. Donc il a passé des heures à son microscope en train de chercher ces cellules qui peut-être auraient dû donner le tétard et devaient dégénérer à un moment donné. Il ne les a pas trouvées. Sûrement la puissance des microscopes, etc. Enfin, plein d'explications. Et du coup, il a dit non, il n'y a pas on appelle ça blasphème, il n'y a même pas cet ancêtre chez la molgule. Donc, c'est la molgule, le type représentatif. Et donc voilà, ça ne peut pas être l'ancêtre des vertébrés, c'est les autres acidies qui ont acquis une forme de tétard. En fait, cette affaire d'ancêtre de vertébrés s'est enlisée, parce qu'à l'époque, finalement, personne n'a eu la solution. À l'époque, les gens il y a eu des débats comme ça scientifiques à ces époques-là, plusieurs, et notamment celui-là, où les choses sont devenues très agressives. C'est-à-dire que dans les articles, les gens, ils n'en étaient pas aux insultes, mais enfin vraiment, ils étaient très critiques, c'était très agressif. Et finalement, il y a des tas de scientifiques, pour l'histoire de l'ancêtre des vertébrés, qui ont dit, bon, moi je lâche l'affaire, je travaille sur autre chose. Voilà. Et en fait, on n'a pas eu la réponse. Et la réponse, on l'a eue avec des techniques modernes de maintenant, de la fin du XXe siècle. Notamment, déjà on a eu des microscopes beaucoup mieux qui ont permis de repérer l'existence de ce qu'on appelle une corde chez les acidies et l'amphioxus aussi, et qui fait un lien avec les vertébrés. Des choses qu'on voyait mal et qu'on s'est mis à voir très bien avec les progrès de l'instrumentation. Et puis, ce qui a donné un saut énorme, beaucoup plus récemment, c'est l'étude des génomes, et de voir cette fois-ci les parentés, non plus avec la morphologie et l'anatomie, mais en fonction des gènes. Et donc là, c'est devenu clair. Mais ces gens-là, finalement, même Kovalevsky, ce Russe qui avait lancé ça, ils n'ont pas eu la réponse. Je vous ai
fatiguée. Ah. Oui, j'avais une question et puis aussi, après j'aurai un petit complément sur les molécules parce que je trouve que c'est important de le dire. Ma question c'est, donc premier labo de biologie en France, de terrain, quid de Concarneau en fait, et de Victor Cos qui a fondé effectivement le laboratoire du collège Avant. En 1848, qui effectivement était plus axé sur avec des velléités de développer déjà les prémices de l'aquaculture. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Concarneau existait avant Roscoff, mais a tout de suite tout de suite tourné vers une recherche qui était très bien, mais qui était une recherche dite appliquée à tout un tas de problèmes d'aquaculture, de pisciculture, etc. Je ne pense pas qu'il y ait eu aucune mission d'enseignement, il n'y avait pas de dimension internationale et c'était super intéressant. D'ailleurs, ça existe toujours. C'était super intéressant, mais c'était pas du tout de la recherche type académique. Quoi. Et le laboratoire de Concarneau n'a jamais fait de controverse, par exemple, au muséum, parce qu'il dépendait plutôt du Collège de France, je pense, quand il a été créé. Concarneau, ça dépend du Collège de France. Très longtemps, ça a été au Collège de France, oui, avant de passer au muséum, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Et justement, avec les mandarins de l'époque, comme Nunez Ward, je ne sais pas si... Moi, j'ai jamais entendu de controverse. Donc, la petite histoire sur les molgules, c'est quand même, je pense, important, et il faut reconnaître là aussi tous les marins qui se sont succédés à Roscoff et qui ont contribué à ce que des naturalistes découvrent des espèces sœurs de molgules, dont absolument. De mémoire Molgula occulta et Molgula. Oui, alors ils ont changé de nom en plus. Donc deux espèces sœurs qui ont été croisées par les époux Geffray, si je ne m'abuse, dans un papier qui a fait un grand bruit en 95, où justement, avant qu'on ait tous les génomes d'acinites qu'on peut avoir aujourd'hui, déjà ils ont identifié les gènes. Oui. Donc effectivement, qui sont conservés avec. Oui, avant les génomes, on s'est servi tous les gènes de l'axe dorsoventral de tous les vertébrés qui sont conservés effectivement et dont ils ont pu mettre en évidence effectivement le rôle c'est ça. Chez la CIVI en 95. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un bel exemple, d'ailleurs, dans ce papier, dans une des plus grandes revues mondiales, Science, les marins de Roscoff sont salués, et ça montre aussi toute l'importance de cette interaction entre beaucoup de travailleurs de la mer ici et les scientifiques de Roscoff depuis le début. Oui, et en fait, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est que dès le début, c'est-à-dire qu'en premier voyage aux Baléares, Lacazutier il va répéter ça en boucle toute sa vie. C'est l'importance déjà, avant qu'on ait des marins embauchés dans le laboratoire, c'est l'importance des pêcheurs. Et il enseigne ça à ses étudiants en disant il faut faire connaissance avec les pêcheurs. Les pêcheurs sont des meilleurs naturalistes que nous. Ils connaissent exactement les endroits où vivent les animaux. Et donc lui, il passe énormément de temps dans ses expéditions avec les pêcheurs. C'est d'ailleurs avec un pêcheur qui découvre la pourpre et qui fait des manips proches de la chimie. Et donc, il répète ça constamment, que les pêcheurs, c'est un puits de connaissances, une mine de connaissances, et qu'il faut absolument travailler avec eux, en fait. Sinon, on n'est rien. Et ensuite, il prend un soin extrême dans ses recrutements, et à Roscoff notamment. Il recrute Charles Marty, qui a joué un rôle absolument extraordinaire. Il l'a rencontré par hasard en Algérie, sur le bateau de l'amiral Mouchet, une expédition. Et Marty était matelot. Il a tout de suite repéré les capacités de Marty et son agilité intellectuelle et ses talents de matelot, bien sûr. Il l'a engagé à Roscoff et Marty est devenu un pilier de cette station. Sans Charles Marty, rien n'aurait été pareil. Et il s'est révélé
hyper doué, bon, non seulement pour être régisseur, matelot, homme à tout faire, garçon de laboratoire, mais surtout naturaliste. Et de l'âge a fait un éloge funèbre de Charles Marty très émouvant, où il dit que c'est clair que si Charles Marty n'était pas né dans le milieu familial où il est né, il aurait été un naturaliste hyper brillant. Il a sa tombe à Roscoff, vous connaissez peut-être, c'est une tombe assez spectaculaire avec un monument, un rocher. Voilà. Oui, vous avez absolument raison. Et donc, c'est un truc qui était chez Lacaze, hein, les rapports avec les marins. Et il y a pas mal d'espèces qui ont été baptisées, parce qu'ils trouvaient tout le temps des nouvelles espèces, il fallait baptiser un nom de genre et un nom d'espèce, bien sûr, et des noms d'espèces. Et il y a plusieurs animaux qui s'appellent Marty. Le préparateur en 1877, qui est à Roscoff, pour s'occuper de la station, il remercie dans sa thèse Charles Marty, et je ne sais plus qui après baptise, je ne sais plus quel animal, du nom de Marty. Donc voilà, c'est rôle clé absolument. Je pense qu'on peut encore applaudir Catherine pour cette magnifique conférence.